Merci beaucoup. C'est important de faire équipe. C'est un peu le thème de ce Biomime Expo 2025, faire équipe entre nous et faire équipe avec la nature. On va aborder une dernière session table ronde sur ville et territoire et résilience et aussi assurabilité, parce que les risques climatiques commencent à poser un certain nombre d'enjeux. Et puis on aura deux petits coups de projecteur sur des récifs artificiels portés par l'entreprise Seaboost et un coup de projecteur avec Thibaut Wett du Cebios sur comment repenser des fondations de bâtiments à travers des structures racinaires. Donc je vous laisse juste 30 secondes pour reprendre vos places et puis on va appeler les participants à la table ronde, à la dernière table ronde, parce que juste après, on va remettre les prix des Biomime Expo Awards 2025. Et à la toute fin, à 17 h, on vous invitera tous à venir en plein air et sur scène. On va faire une manif. On va faire une manif derrière une grande banderole pour inviter tout le monde à faire équipe avec le vivant. Allez, on peut monter encore un peu le son, histoire de réveiller un peu tout le monde. Et on va aborder la dernière plénière, la dernière table ronde. Merci. Allez, il est 16 h. Alors c'est jusqu'à 16h45 et pas 35. On a 45 minutes pour parler de ville, territoire, comment les repenser au service du futur, résilience. Et pas juste parce que c'est beau, un biotope en bonne santé, mais parce que c'est aussi utile et des conditions nécessaires à notre propre survie. Donc sous vos applaudissements, s'il vous plaît, je voudrais qu'on accueille sur scène Anne-Claudius Petit. Merci beaucoup de nous rejoindre sur scène. Bertrand de Lignon, qui doit être quelque part. Merci beaucoup, Anne-Claudius Petit. Bonjour, enchanté. Merci beaucoup, Bertrand, d'être là. Il me manque qui Ah ben oui, Flamingo, je vois le... Ah, il vient avec son éponge, formidable. Merci, merci Grégoire Fabre de nous rejoindre sur scène. Flamingo, vous allez voir, il va vous parler, à votre avis, à propos de territoire et de résilience, pourquoi Grégoire arrive avec une éponge géante? De quoi va-t-il nous parler? Fort. Yes, de zone humide, absolument, bravo, vous avez gagné d'être là, formidable. Et juste après, j'accueillerai Rodrigue et Thibaut pour qu'ils nous présentent leur projet. Merci beaucoup d'être là. Bon, on est content d'être à Marseille. Vous jouez à domicile? Complètement. On va parler de ville, de résilience et d'écosystème, de notre habitat d'espèces, qui n'est pas notre habitat que pour nous. Et peut-être que pour démarrer, je veux bien, Anne-Claudius Petit, que vous nous fassiez un petit panorama, non pas de la région sud et de ses écosystèmes, mais un petit peu en tant qu'élu. Au sein de la région sud, comment est-ce que ces sujets-là sont en train d'évoluer dans l'agenda politique, dans l'agenda des priorités, parler résilience territoriale et biodiversité? Est-ce que, si on prend un peu de recul sur l'évolution du temps depuis 5 ou 10 ans ou un peu plus, et sur la projection que vous pouvez faire, est-ce que la biodiversité, les écosystèmes, la résilience, c'est un sujet qui monte dans les agendas politiques quand on est au sein d'une grande administration et d'une grande collectivité territoriale? Et ce sera un peu la même question, votre sentiment pour faire un premier tour sur la dynamique que vous percevez sur ces questions de territoire et de résilience et de biodive depuis quelques années. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous avez le sentiment que des choses évoluent ou est-ce qu'il y a encore des freins à débloquer? Voilà, juste un petit sentiment pour lancer notre discussion.
Bonjour et merci de m'avoir invité sur cette table ronde. Alors effectivement, c'est une vaste question, mais ce qui est bien, c'est que on est dans les 10 ans comme je suis dans le deuxième mandat, ça fait bientôt 10 ans que je suis à la région, donc j'ai vraiment vu évoluer ce sujet en particulier, mais pas seulement. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est 5 millions d'habitants sur une surface qui est finalement assez réduite et dans laquelle vous avez une région dans laquelle vous avez des milieux extrêmement différents. Et c'est considéré comme un hotspot de biodiversité, et c'est pas pour rien, puisque finalement vous passez en quelques heures de route de la Camargue ou Luberon. Ensuite, vous avez les Alpes du Sud, vous avez tout ce qui est littoral, avec une population extrêmement concentrée sur le littoral, avec trois grandes métropoles, celle de Nice, celle de Toulon et celle de Marseille, sans compter l'agglomération du Grand Avignon. Et Renaud Muselier, depuis qu'il est président, puisque au départ du mandat c'était Christian Estrosi, et Renaud Muselier a été élu à la présidence de la région en 2017. Et il a voulu très rapidement donner une orientation vers le climat, donc en fait, avec cette idée de se dire, finalement, je suis président de région, ma région, à quoi ça sert? Si c'est pour ouvrir les lycées et que les trains arrivent à l'heure, finalement, bon, c'est bien, on est content, mais il faut un petit plus. Quelle est sa contribution sur l'enjeu climatique? C'était voilà, ça la question de départ? C'était, en fait, c'est l'année où du premier mandat de Donald Trump, au moment où les États-Unis quittent l'accord de Paris. Et lui, il se dit, finalement, moi, comme président de région, qu'est-ce que je peux faire? Et finalement, avec les compétences de la région, qui sont très importantes sur tout ce qui est développement économique, sur climat, air, environnement, sur les transports, sur les lycées, donc aussi l'éducation, quelle peut être notre contribution? Et il nous a fait travailler, il nous a donné comme ligne directrice un plan climat, avec cette idée de garder une COP d'avance. Donc c'est bien de courir après les engagements, mais lui il s'est dit nous ça va être le fil rouge, et c'est resté le fil rouge des politiques publiques de la région, avec évidemment l'orientation climat un peu comme dans l'environnement nationale et internationale, dans laquelle finalement la biodiversité est un sujet qui est monté petit à petit, et dans lequel le lien biodiversité et climat est devenu de plus en plus important. Cette année d'ailleurs, nous avons, avec un gros travail de l'ARB et de l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, et des services biodiversité de la région, préparé et concerté, et ensuite nous avons voté une stratégie régionale de la biodiversité qui est intimement lié à tous les autres enjeux. Et ce travail, très concrètement, il se matérialise dans le travail des différentes directions ensemble, la direction de la biodiversité, de l'aménagement du territoire, avec la direction du développement économique, avec la direction des transports. Donc tout cela de la manière la plus transversale possible. C'est une petite révolution dans nos travaux. Une petite révolution, c'est-à-dire c'est vraiment une nouvelle dynamique. Donc il y a au départ une impulsion politique, programmatique. Il y a ensuite l'idée, et ça c'est très important parce qu'on a discuté aussi avec des acteurs économiques, de lier biodiv et climat. Et puis ces interconnexions avec vos collègues d'autres directions et d'autres commissions. Oui, c'est ça. Ce qui fait que finalement, quand on se retourne ensuite vers les territoires, parce que très souvent on contractualise en fait avec les établissements publics de coopération intercommunale, donc métropole, mais aussi les communautés de communes, les communautés d'agglomération. On leur propose un contrat qui s'appelle Nos territoires d'abord, dans lequel la région intervient et soutient les territoires et les collectivités sur des projets qui sont qu'on oriente d'une certaine manière, et qui sont ceux d'adaptation de notre territoire, d'atténuation et d'adaptation, de résilience, de sorte que finalement, quand on soutient au hasard la rénovation d'une place, c'est pas uniquement pour faire une jolie place, planter quelques arbres, mais c'est aussi pour avoir une vraie végétalisation, pour avoir des voies douces, et essayer d'avoir des projets de planification plus importants, et qui du coup ont un impact plus net sur la résilience de nos territoires. Donc, voilà pour le paysage un peu général. Bertrand Delignon, vous êtes directeur de l'IARD au sein de la Massif. Donc on
on parle à un assureur. Ces enjeux de résilience territoriale, c'est pas comme vient de le rappeler Anne-Claudius Petit, juste pour faire des jolies places et des jolis parcs naturels. Il y a de plus en plus des enjeux économiques et sociaux et humains et humanitaires. Parce que le dérèglement climatique, ça crée un certain nombre de conséquences. Comment est-ce que l'assureur se saisit de ces questions-là? Et puis ensuite, on verra avec Flamingo à quoi il travaille collectivement sur les zones humides. Ouais, alors merci. Pour un assureur, en fait, et un assureur mutualiste, c'est nos sociétaires qui nous saisissent. C'est-à-dire, ils viennent nous dire, et nos représentants de sociétaires, donc nous disent, bah là, il se passe des choses quand même. Alors nous, qu'on observe, on observe les impacts économiques de ce dérèglement climatique et sociaux, c'est justement précisé. Je vais vous donner quelques chiffres juste avant de revenir précisément sur comment on observe, nous, ces évolutions sur nos territoires. Si on reprend la décennie 80-90, on avait en moyenne, c'est un chiffre, 1,5 milliard par an de dégâts sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, donc après 2020, on en est à 6 milliards en euros constants. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'intensité et la fréquence de ces événements a quadruplé dans une période relativement courte. Ça, c'est ce qu'on vit, c'est ce que vivent nos sociétaires. Donc forcément, de cette observation qu'on a des risques, eh ben nous, on voit émerger des solutions ou des demandes d'accompagnement pour que, on puisse adapter effectivement. Alors ça peut être sur des risques dont on parle beaucoup, et beaucoup d'exposants d'ailleurs en parlent, sur l'érosion du littoral, où là, il y a des choses très visibles. Ça peut être sur le retrait gonflement des argiles. C'est comment une commune se saisit de ces sujets-là. Ça peut être sur, aussi les sujets des inondations. Donc, on est au cœur de la demande, je dirais, et on voit apparaître au travers les relations qu'on a avec des communes, avec des mairies, des sollicitations de plus en plus fréquentes pour dire, vous, demain, est-ce que vous allez toujours être là? Et donc on va y venir peut-être dans un second temps, une seconde question, on va parler d'assurabilité. Je le dis tout de suite parce que moi ça m'est cher, c'est en tant qu'assureur et mutualiste, on parle plutôt d'habitabilité dans un premier temps. C'est comment, ensemble, on va vivre correctement dans un territoire, on sait qu'il va changer, le climat va changer. Et donc, de garder habitable. Voilà. En l'occurrence pour nous et les autres. Exactement, parce que c'est très important pour nous. Si on passe à côté de cette question de l'habitabilité, en fait, l'assurabilité n'a plus de sens. Voilà. Si on ne peut plus habiter, on ne va plus assurer. Donc déjà, prenons les choses dans l'ordre. Et comment un assureur, lui, prend ses responsabilités en tant que préventeur, et on est assureur-préventeur, pour dire demain comment on va habiter sur les territoires. Et c'est pour cette raison, en fait, qu'on a beaucoup d'initiatives, on les parcourra peut-être durant les 45 minutes, mais qui nous permettent de mieux comprendre comment accompagner, adapter, effectivement, nos territoires, mais aussi la société, face à ce dérèglement climatique, dont on sait aujourd'hui, très clairement, qu'il va avoir des impacts. Et notamment sur notre capacité à rester sur certains territoires et à vivre convenablement sur certains territoires. Ça, on s'en rend pas forcément assez compte, mais il y a vraiment un enjeu aujourd'hui d'habitabilité et donc d'assurabilité et de capacité à maintenir des conditions vivables sur Terre, pour nous en tant qu'espèce globalement, mais aussi dans nos villes et nos territoires. Et là-dessus, les zones humides joue un rôle primordial. C'est pas forcément un nom super glamour comme ça, zone humide, mais en fait c'est vital. Et c'est pas que des écosystèmes à maintenir dans des espaces ruraux. Il y a aussi des zones humides qui peuvent jouer un rôle essentiel en urbain ou en interurbain. Est-ce que Grégoire, vous pouvez nous raconter un petit peu où on en est des zones humides en France? Ça doit être branché, hein, vous inquiétez pas. Merci. Et comment vous pouvez contribuer à la résilience des territoires? Ce qui est intéressant, c'est que c'est des questions qui sont complexes. Et quand on parle de biodiversité, et c'est pour ça que je me régale, et merci pour avoir organisé cette journée, d'avoir toutes ces différentes réponses où la nature nous inspire. Alors c'est sûr que les zones humides, j'ai ramené donc une métaphore des zones humides qui pèseraient 14 milliards, mais elles pèsent plus que 14 milliards parce que si elles n'étaient pas là, on ne serait pas là. Elle représente 6% donc, de la surface du globe, mais il y a 40% de la biodiversité donc, qui est sur les zones humides. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que leur destruction chaque année relâche autant de CO2 dans l'atmosphère que les avions. Donc c'est un peu, quand on parle de chiffres, on va dire que ça plombe un peu le moral. Mais en France, bien évidemment, comme vous l'avez souligné, il y a différents programmes politiques extrêmement intéressants qui visent à leur protection. Mais ce qui est compliqué, c'est de faire parler les différentes parties prenantes. J'étais très heureux de discuter au stand de Flamingo avec un chasseur qui m'a demandé si je pouvais avoir des actions de chasse en Camargue. Après, j'ai discuté avec un riziculteur qui m'expliquait que c'était très compliqué parce qu'il y avait plein de flamants roses qui venaient bouffer toute sa récolte avant qu'elle puisse pousser. Et donc, c'est sûr qu'on voit qu'il y a plein de problématiques auxquelles on peut répondre uniquement si tout le monde se met autour de la table.
Donc nous, on n'assure pas, on rassure en réenchantant. Donc notre but, c'est de révéler la magie des zones humides avec Flamingo. Donc d'une manière très, très simple et très transparente. On sélectionne donc des projets de préservation des zones humides avec des comités scientifiques. On a un très joli projet en Camargue, parce que comme vous le savez, voilà, la Camargue, c'est vraiment une zone humide extraordinaire où il y a une biodiversité formidable. Et c'est sûr que quand on parle, comme vous l'avez dit, de zone humide, où on peut avoir, je sais pas, penser à des choses un peu tordues, où effectivement on dit c'est pas sexy, c'est un moustique qui pique, alors que la zone humide, c'est une beauté de reconnexion au présent. Et donc avec Flamingo, on finance des projets de conservation, mais aussi de sensibilisation. Et ça, c'est extrêmement important, parce que si on préserve, par exemple, si on restaure une maison, mais qu'elle est plus, on assure une maison, mais qu'elle est plus habitable, ça sert pas à grand chose. Et pour ça, j'aime bien penser à l'image dans les ODS. Vous savez, il y a les espaces entre les 17 ODS. Et pour moi, les espaces blancs, duquel on parle pas assez, c'est les émotions. C'est comment en fait on arrive à échanger en être humain autour d'une table et devant un public enchanté, et c'est comment on arrive vraiment à se reconnecter en fait avec des vérités scientifiques, mais aussi avec toutes les actions que portent les communautés locales. Moi vraiment je suis stupéfié, vraiment merci beaucoup de voir aussi toutes ces initiatives qui sont portées par le collectif pour préserver et pour partager tous ces écosystèmes. Oui, Bertrand, peut-être je rebondir une seconde. Après, on va parler d'expérimentation, de solutions, etc. Et entre-temps, je vous laisse commenter, Bertrand, si vous voulez, Anne aussi, si vous voulez. Et juste après, il y a quelqu'un qui voulait absolument se joindre à la conversation, mais qui ne pouvait pas nous rejoindre physiquement ici à Marseille. C'est Corinne Lepage. Et donc, on a fait une petite interview de 3 minutes. On la passera juste après, si vous voulez. Non, juste une chose, et merci, nous, ça nous intéresse beaucoup, tout ce qui va concerner la préservation de ces zones humides. Et d'ailleurs, on a un programme aujourd'hui avec Surfrider Foundation qui s'appelle le Carbone Bleu, où on va précisément travailler avec eux. Ils vont nous accompagner aussi pour comprendre en fait, comment ces zones humides, en l'occurrence les marais ou les mangroves qui peuvent exister ailleurs, vont être ces fameux puits de carbone qui vont nous aider aussi à atténuer finalement l'impact de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, en tant qu'assureurs, si on ne s'intéresse pas à ça, on ne fait pas notre métier. Parce qu'on sait que demain, si ces zones disparaissent, précisément, elles vont accélérer ce dérèglement climatique et les impacts que ça va avoir sur les biens et les personnes. Donc on est forcément partie prenante dans des dispositifs ou dans des initiatives de Flamingo, ou en l'occurrence là c'est... ça tombe bien parce qu'ils font du financement participatif pour restaurer des zones humides, donc bienvenue à la Massif, hein, c'est ça Grégoire? Exactement. Oui, Anne-Claudius Petit, je ne sais pas si vous avez des exemples ou un exemple sur la restauration d'un écosystème zone humide. Alors sur de la restauration, non, mais comme je préside aussi le parc naturel régional de Camargue, alors même si je ne suis pas camarguaise, donc je ne connais pas aussi bien probablement que le chasseur ou le riziculteur que vous avez pu rencontrer, mais très clairement, oui, il faut des instances dans lesquelles on se rencontre. Et le parc naturel régional, pour ça, c'est un outil qui est assez extraordinaire. Moi, je le préside depuis 3 ans, et on a réactivé des groupes de travail. Alors, c'est géré par un syndicat mixte, donc ce sont des élus qui sont à la décision, qui sont à la gestion, mais à côté du comité syndical, on a mis en place un conseil consultatif dans lequel on retrouve les chasseurs, les riziculteurs, mais aussi des personnes qui se préoccupent avant tout de l'environnement, des scientifiques, la Tour du Valat par exemple, voilà, donc des personnes qui parfois ont du mal à se retrouver autour d'une table et à travailler ensemble. Et on y arrive. Et en fait, on y arrive. Et c'est ça qui ont du mal, pardon, parfois spontanément, mais en fait, quand on crée les conditions, le dialogue se met en place et on trouve des solutions. Exactement. Et quand on oublie ces lieux de rencontre, finalement, ils se retrouvent à parler par voie de presse ou par voie de pétition les uns contre les autres, à trouver des boucs émissaires. Alors, une fois, c'est le Conservatoire du Littoral, oui, par posture, Conservatoire du Littoral, le parc de Camargue ou autre. Mais effectivement, il faut ces lieux de rencontre et c'est à nous, les élus, de les faire vivre, hein, de créer ces conditions de rencontre. Mais après, il faut aussi beaucoup de bonne volonté. Très clairement, il faut que tous ceux qui sont passionnés par ces sujets puissent s'investir. Et vous parliez de restauration des zones humides. Alors, il se trouve que la Camargue est plutôt en bon état, je dirais. Mais effectivement, les zones humides, elles ont eu depuis très longtemps très mauvaise réputation parce qu'elles ont aussi créé des maladies pour X ou Y raisons. Et on les a beaucoup supprimées, en fait, pour des tas de raisons sanitaires, économiques et autres. Et on voit bien que quand on
quand on les restaure. J'étais la semaine dernière, par exemple, il y a un site Natura 2000. Je ne sais pas si vous voyez Fos, l'étang de Berre. Entre les deux, il y a des étangs. Et ces étangs, entre Istres et Fos, sont un site Natura 2000. Et en fait, quand on remet en route une circulation de l'eau qui respecte les rythmes méditerranéens, c'est-à-dire pas de l'eau tout le temps, mais pas sec non plus tout le temps, eh bien on voit en fait, les mares méditerranéennes dont vous parliez, qui sont bien typiques, et toute la flore, toute la faune qui revient avec, tous les oiseaux. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. J'y suis allée donc la semaine dernière, et il y avait, je ne sais plus comment... lequel de ces étangs était couvert de salicorne qui est un petit peu rose. Enfin, ça faisait un paysage complètement incroyable. Et il y a d'autres étangs qu'on a pu remettre en eau, et donc on voit de nouveau des oiseaux qui reviennent alors qu'ils avaient un peu déserté ces lieux-là. C'est exceptionnel, alors que vous êtes au milieu voilà, entre des zones qui sont extrêmement urbanisées, voire industrielles, et pourtant tout cela est possible. La nature reprend ses droits, comme on dit, et j'ai le sentiment aussi que depuis quelques années, l'évolution dans la gestion de ces parcs naturels, c'est de voir comment faire cohabiter des activités humaines. C'est pas forcément de sanctuariser, mais de voir comment faire cohabiter des activités humaines et de la renaturation. C'est la spécificité des parcs naturels régionaux. C'est vraiment dans leur ADN. C'est un projet de territoire. Nous, en Camargue, d'ailleurs, on est en train de retravailler sur une future charte. La charte, c'est le projet de territoire. Comment est-ce qu'on vit avec les activités qui sont là et qui étaient là bien avant qu'il y ait un parc, mais tout en respectant la nature, les rythmes naturels, avec tout ce qu'elle a d'un petit peu paradoxal, parce que la Camargue, si elle était complètement naturelle, elle ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Vous n'auriez pas de circulation d'eau douce, vous n'auriez pas d'élevage ni de riziculture. Oui, Bertrand, puis après... Ce qui est intéressant, je trouve, c'est les connexions qui existent aujourd'hui, parce qu'on voit apparaître des thématiques peut-être un peu nouvelles pour un assureur, c'est la biodiversité. C'est des sujets sur lesquels on ne s'était pas emparé de la biodiversité il y a 10-20 ans. Ok. C'est apparu, en fait, la biodiversité par l'observation des impacts de ce changement climatique sur nos territoires et de la disparition effectivement d'espèces, et puis de modifications dans des écosystèmes, et les marais ou les zones humides en sont des bonnes illustrations. Donc là aussi, on a notre part à prendre pour comprendre, et ça j'y reviendrai sans doute dans un second temps, c'est qu'est-ce qui se passe, quelles sont les informations qu'on peut collecter avec les scientifiques, avec les chercheurs, pour comprendre effectivement comment interagissent ces milieux entre eux, et comment demain, avec ces impacts du dérèglement climatique, ils vont pouvoir conserver leurs propriétés, et nous derrière avoir l'assurance que effectivement ça va nous permettre aussi d'atténuer notre empreinte, comme j'ai dit précédemment. Alors effectivement, Grégoire, je vous demande juste de patienter, vous réagirez juste après. Je veux bien qu'on regarde la petite interview que j'ai réalisée avec Corinne Lepage, parce que elle a aussi vu l'évolution des choses depuis 20 ou 30 ans, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, et qui nous parle alors d'abord de biomimétisme, avec beaucoup de ferveur, et puis ensuite de ces risques politico-sociaux liés au dérèglement climatique. Je veux bien qu'on l'écoute. Chère Corinne Lepage, est-ce que vous pensez que le biomimétisme et les sciences du vivant peuvent nous aider à résoudre nos problèmes? Oui. Alors, d'abord, merci Monsieur Renaudin pour cette invitation. Je suis un défenseur du biomimétisme depuis de très 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 longues années. C'est un sujet que je suis depuis très très longtemps, plusieurs dizaines d'années. Pourquoi? Parce que les solutions de la nature sont généralement extrêmement efficaces parce qu'elles ont été testées par la nature avec des échecs et des réussites, donc des transformations, des évolutions, qui ont un intérêt, me semble-t-il, absolument majeur en matière industrielle, malheureusement insuffisamment utilisé, mais quand même majeur, et d'autre part parce que de plus en plus, on se rend compte que les solutions basées sur la nature sont de bonnes solutions, de manière générale. Le fait de passer à ce constat correspond à un changement de conception que l'humanité se fait de son rapport à la nature.
Alors, je ne vais pas faire un cours de philosophie que je serais bien incapable de faire. Non, mais c'est d'abord une révolution culturelle et philosophique. C'est d'abord une révolution culturelle et philosophique. C'est-à-dire, c'est non seulement sortir de l'homme maître et possesseur de la nature, mais même sortir de l'homme gestionnaire de la nature pour passer à l'homme dans la nature et voir même à une étape suivante qui est l'homme inspiré par la nature, face à notre déni global. Il y a deux éléments qui me paraissent absolument majeurs. Le premier, c'est la sécurité. La multiplication des événements extrêmes avec mort d'homme. On a vu en Allemagne il y a 2-3 ans, on a vu à Valence l'année dernière, on a vu chez nous à La Roya, il y a encore quelques jours à Hermont, mais aussi, bien entendu, dans toute une série de pays du Sud, mais je parle plutôt du Nord, là, en l'espèce. On voit bien, moi je veux bien que ce soit pas nouveau, mais on sait très bien que ce n'est pas vrai. On n'a jamais eu des événements de cette nature, de cette importance, de cette violence. Donc il y a un problème de sécurité publique qui est majeur. Sécurité publique, donc sécurité individuelle. Donc on a la sécurité, l'intégrité de la personne et du bien dans lequel elle vit. Il y a un deuxième levier, l'argent. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que les assureurs et réassureurs commencent singulièrement à tirer les sonnettes d'alarme, voire au-delà, puisque vous savez comme moi qu'il y a des zones qui ne sont plus assurées parce que pas assurables, et que dans un certain nombre de nos villes et villages en France aujourd'hui, il y a un très gros problème d'assurabilité lié à la multiplication d'événements extrêmes. À un moment donné du temps, l'assureur a dit « moi, je ne peux plus ». Et donc, la question financière et le risque auquel on est exposé, à la fois au niveau individuel et au niveau des collectivités publiques, des villes, est un sujet montant qu'il faut traiter. On ne peut pas ne pas le traiter. Donc, ces deux leviers, qui sont liés, vous allez me dire, amènent évidemment à voir les choses autrement. Ça amène à voir la ville autrement. Nous, les habitants du 21e siècle maintenant, on est habitués à des villes qui sont extrêmement modernes, alors avec des parties anciennes que nous avons plus ou moins sauvegardées, mais extrêmement modernes, et où la technologie, où tout ce qui est artificiel l'a largement emporté. Sauf qu'on se rend compte que lorsqu'il y a un phénomène extrême, je pense notamment à des coulées de boue, à des inondations, tout ceci ne résiste pas. Oui. Et tout ceci s'en va. Voilà, un certain nombre d'éléments que vous avez bien en tête sont posés, mais je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue à la fois d'une ancienne ministre de l'Environnement et avocate qui pose aussi ces sujets-là. Est-ce que c'est une forme de nouvelle donne à la fois politique, économique et environnementale qui est en train de s'écrire sous nos yeux ? C'est l'assureur qui va réagir. Elle a raison, Corinne Lepage. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il y a quand même avec l'augmentation de ces sinistres extrêmes ou les extrêmes climatiques, on voit qu'il y a des sujets d'assurabilité. Voilà, on les règle. Mais pourquoi on arrive aujourd'hui quand même à assurer tout le territoire français? Parce qu'on a un système de mutualisation. Et c'est un mot qui est important pour un assureur, la mutualisation. Si on oublie qu'en tant qu'assureur, et pas que mutualiste, le système de mutualisation va permettre une solidarité nationale, si on oublie ça, derrière, effectivement, il y aura le problème d'assurabilité avant de parler d'habitabilité. Donc elle a raison. Voilà, faut qu'on soit très conscient de ça. Voilà. En France, on a quand même un système, et je ne vais pas être trop long sur le volet assurantiel, mais qui nous protège. Voilà. On y est attentif en tant qu'assureur. Mais il ne pourra pas perdurer comme ça s'il n'y a pas des moyens de prévention qui doivent se renforcer. Et elle a aussi raison. Les moyens de prévention actuellement, enfin je l'ai compris dans ses propos, ils doivent être renforcés. Les assureurs ont leur rôle à jouer, ce n'est pas les seuls. Les communes ont leur rôle à jouer, l'État a son rôle à jouer sur tout ce qui va demain être pour moi un grand plan de prévention et qui doit être comme un plan cancer dans les années 2000. C'est-à-dire qu'on voit bien la limite aujourd'hui des politiques de prévention et peut-être qu'il y a il faut être positif parce que c'est aussi, je pense, des solutions qu'on doit apporter. Il y a
il y a des territoires, il y a des communes, il y a de l'intercommunalité, ils arrivent à trouver des solutions. Et vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Et c'est positif. Il y a des expérimentations qui amènent aujourd'hui à des solutions et qui essaiment sur l'ensemble du territoire. Et ça part du terrain, ça part des élus notamment. Peut-être 2 compléments, Grégoire, et puis si vous voulez bien aussi côté région Sud. 1 ou 2 exemples comme ça, un peu à l'emporte-pièce. Est-ce qu'on est capable de restaurer une zone humide? Est-ce que vous avez une bonne histoire à nous raconter sur un projet récent? Et puis Anne-Claudius Petit, même question sur un projet récent en région Sud. Ah ben ça inquiète un peu quand même. Ah non, j'étais resté coincé parce que quand Lepage parlait d'erreurs, je pensais à peut-être que nous, on est les erreurs en fait. Il y a sur cette planète. Oui, non, bien évidemment. Je crois beaucoup aussi à l'hybridation dans la finance. Et en fait, on peut y arriver d'une manière assez simple quand on est transparent sur qui investit quoi et d'où vient l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a des projets de conservation qui sont extrêmement pertinents quand on arrive à allier différents partenaires, parce qu'on arrive à préserver aussi des intérêts économiques. Donc oui, des projets de conservation de zones humides, il y en a tous les jours partout, parce qu'on sait que c'est extrêmement important pour les assureurs d'un point de vue tampon quand il y a des inondations. Moi, j'avais un peu peur quand on a été invité à cette table ronde, parce que je me suis dit, je vais pas dire quand même que les villes, c'est inhospitalier. Dans une ville, il n'y a pas de biodiversité, c'est une ineptie. On est arrivé dans un monde où en fait, une ville, comme il n'y a pas de biodiversité, il n'y a que des humains et du béton, il pleut, on meurt tous noyés. Il y a des bouchons, on n'est plus alimenté en nourriture. Donc il est certain qu'il faut avoir quand même une réflexion. Si on veut avoir une réflexion avec un peu plus de perspective, c'est quand même pas mal de réfléchir à la campagne, de réfléchir à une pensée un peu plus large de comment on fait juste rentrer la nature dans la ville, mais aussi comment on arrive à laisser de la place de la biodiversité. Comment on se fait contaminer par le biomimétisme. Oui, et ça devient un nouvel enjeu urbain et une nouvelle façon de penser l'urbanisme. Il y a un courant mondial qui tourne autour de cette idée de sponge cities, comment rendre les villes éponges, et notamment en Chine, avec des projets colossaux pour déshermétiser les villes. On a sorti de l'eau des villes au 18e parce que c'était facteur de pandémie, donc on a enfoui ça sous terre dans des tuyaux et pour l'évacuer loin. On se rend compte aujourd'hui que c'était pas forcément une bonne idée, et donc on cherche à recréer du cycle de l'eau, y compris en ville. Le cycle de l'eau, mais sur des zones d'agriculture. On voit bien qu'il y a des champs qui sont inondés, donc il doit y avoir ça pose question aussi, mais y compris dans des zones urbaines. Et donc il y a plein de projets. Il y a Vertuo qui expose ici pour voir comment revégétaliser des villes sans prendre d'eau sur les circuits d'approvisionnement en eau. Et donc la zone humide, la Sponge City, ça fait aussi partie du projet d'urbanisme de demain. Et d'aménagement territorial. Je ne peux pas ne pas intervenir sur l'artificialisation. Nous, qu'on voit très clairement aujourd'hui, les villes, elles se requestionnent à raison. Enfin, je vais vous laisser intervenir peut-être plus à même de l'illustrer, mais sur le fait qu'on a artificialisé, on a urbanisé, artificialisé, et nous, on voit les dégâts que ça a sur 2 périls. Un, c'est les inondations, effectivement. Voilà, l'eau ne ruisselle pas, donc où elle va créer des engorgements. Et puis le deuxième élément, qui est un sujet qui est très... Voilà, qui est une bombe climatique, je vais le préciser comme ça, c'est le RGA, le retrait-gonflement des argiles, où on voit qu'aujourd'hui, on a fait un peu n'importe quoi, et on commence à comprendre, grâce aux scientifiques, grâce à la recherche, grâce aux climatologues, en fait, ce qu'il convient de faire demain pour intégrer l'environnement dans le bâti. C'est des petits sujets, a priori, mais qui sont fondamentaux pour nous, parce que si on arrive à réintroduire effectivement des solutions fondées sur la nature pour protéger les bâtis, et ben demain, le sujet du retrait-gonflement des argiles, qui est un vrai sujet de société dans les années qui viennent, qui l'est aujourd'hui, mais qui va être encore plus demain, et ben va devoir intégrer des solutions fondées sur la nature. Et on y travaille à la Massif, comme d'autres d'ailleurs, et on est très attentif à ça. Donc le sujet des sols est aussi un sujet majeur si on veut vraiment demain prévenir ces Et on va approfondir ce sujet parce que je vous annonce qu'on va lancer un groupe de travail sur biomimétisme, biorespiration, territoire et assurance pour voir comment s'inspirer du vivant peut nous aider à réduire le risque en amont et faire en sorte que les territoires soient davantage résilients, et notamment avec des communautés scientifiques, parce que vous en parliez, Anne-Claudius Petit. Il faut mettre les gens autour de la table, et parfois la connaissance scientifique, elle a peut-être été un peu oubliée ces dernières années, mais elle est essentielle aujourd'hui pour restaurer des territoires.
Oui, tout à fait. La région et même à son échelle, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement travaille toujours avec les scientifiques, avec les sachants aussi, les experts. Moi, j'ai envie de parler d'expériences très concrètes et de montrer comment tous ces éléments sont déjà pris en compte, ou en tout cas il y a des outils qui existent. Je pense notamment à l'Arbre. On a produit un guide d'aménagement qui est à destination des collectivités qui pilotent les PLU, les SCOT, l'aménagement en tenant compte de ces problématiques d'eau et de biodiversité. Et donc voilà, ça donne vraiment à voir d'abord des outils concrets, ensuite des retours d'expérience. On anime aussi des webinaires qui présentent les outils, mais présentent aussi des solutions qui sont déjà en œuvre. Je pense d'ailleurs aussi au Biodiv Tour, qui sont des visites qui sont prévues et proposées aux élus et aux techniciens. Je précise élus techniciens parce que dans une commune et dans une collectivité, c'est des binômes très importants d'avoir à la fois l'élu et le technicien qui comprennent les problématiques. On les emmène sur le terrain dans des villes qui ont déjà appréhendé ces questions, qui ont déjà mis en œuvre des solutions, qui ont pu rencontrer des difficultés, et ça leur permet eux de poser des questions à ceux qui ont déjà réalisé et de se dire moi aussi je peux le faire et je vais le faire. Et à titre d'exemple, je pense à une rivière, un village. Oui, alors il y avait celui-là, mais je pensais aussi à ce qu'on peut faire en termes de désimperméabilisation. C'était le maire d'un village dont j'ai oublié le nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il se reconnaît, mais qui me parlait de la désimperméabilisation d'une cour d'école et de la place qui était juste à côté, de l'apport d'eau que ça pouvait représenter avec la végétation et tout ce qu'il avait pu remettre en place comme végétalisation autour, qui faisait que ça devenait un paysage agréable et finalement un paysage, un village qui soit plus accueillant pour l'homme. Et en fait, il me disait, et puis surtout, quand il y a eu des pluies torrentielles, on a vu la différence. Et ça, il y a le côté, c'est agréable, on a de la nature en ville, il fait moins chaud en été, il ne faut pas oublier ce petit détail qui a son importance dans la région. Et puis effectivement, au moment de pluie torrentielle, ils ont vu la différence en termes d'eau sur un parking ou autre, parce que finalement, maintenant, c'était absorbé et ça allait directement à la végétation qui est en proximité. Donc voilà, c'est très concret. Et à titre d'exemple aussi, je pense au village de Volonne qui est très en pointe sur tout un tas de sujets. Et la maire de Volonne me disait, c'est vraiment un élément d'attractivité de son village. Elle a pu le voir avec des professionnels de santé qui sont venus s'installer, et elle rouvre des classes parce que les habitants reviennent s'installer dans son village. Donc c'est vraiment... vous parliez d'assurabilité et peut-être plutôt d'habitabilité. Finalement, un village qui appréhende ces questions et dans lequel on se sent mieux vivre devient de nouveau attractif. Et quand on ouvre une classe pour un maire, c'est extraordinaire. Donc voilà. Et si vous voulez que je vous donne l'exemple de la rivière. Alors peut-être un mot, Bertrand Grégoire, et puis la rivière, et puis ensuite on accueillera nos deux un petit mot, parce que ce qu'il faut bien retenir, et nous on le voit en tant qu'assureur, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul. C'est-à-dire très clairement. Et l'exemple que vous venez de donner est illustratif pour moi de ce qu'il faut faire ensemble. On travaille par exemple avec le fonds de dotation Explore. C'est vraiment cette idée-là sur le littoral. Roland Jourdain. Exactement, Roland et Sophie Jourdain. On travaille avec eux, on les accompagne. Et qu'est-ce qu'ils mettent ? Ils mettent en relation tout l'écosystème local, en fait. Et c'est là où le citoyen va avoir un rôle à jouer. Il va se responsabiliser, mais à partir du moment où il aura une conscience du risque. Et on n'a pas peu parlé, mais pour nous, assureurs, le premier élément, c'est avoir conscience du risque. C'est-à-dire, ce risque, c'est pas un truc, c'est demain, c'est après. Non, il faut en avoir conscience. Donc on travaille ensemble déjà pour qu'il y ait cette connaissance qui amène la conscience. Et après, on trouve ensemble des solutions. Et pour moi, effectivement, Roland et Sophie Jourdain, ils sont dans une vraie dynamique collective. C'est pas le sujet des assureurs, c'est pas le sujet du maire, c'est pas le sujet de celui qui habite là. Non, c'est un sujet collectif parce que demain, ça va tous nous concerner. Il faut avoir conscience et mesurer ce risque et ensuite travailler en équipe pour essayer de le... Tout à fait. Grégoire, quel est le lien avec des collectivités territoriales, des élus ? Comment vous mettez en place les choses ? Peut-être juste un exemple et puis ensuite on va accueillir nos deux coups de projecteur. Un projet de sensibilisation qu'on a dans les dom-toms de 150 enfants
qui vont participer à la création d'un film de sensibilisation aux zones humides. Et là, donc, il y a des projets, enfin, il y a les communautés territoriales qui ont filé du pognon, l'OFB qui a filé du pognon. Il leur manque juste un tout petit peu pour boucler tout le budget. Et donc, en débloquant 20 000 euros grâce à Flamingo, grâce au crowdfunding, on a un projet de plus de 90 000 euros qui, et surtout, assez extraordinaire, de réappropriation, de la sensibilisation, de qu'est-ce que c'est une zone humide, comment se connaître à la zone humide qu'on a à côté de chez soi. Donc moi, je pense que c'est vraiment incroyablement important, en fait, de dialoguer avec les partenaires privés pour être ce petit truc qui va faire la différence. Oui, puis merci Grégoire, je l'attendais pas celle-là, mais c'est bien de chiffrer aussi les choses. Ça a un coût de mettre en place des actions de sensibilisation, de restauration. C'est pas juste une question de bonne ou de mauvaise volonté, il faut s'organiser et trouver du financement. Ce que je vous propose, c'est qu'on appelle Rodrigue et Grégoire. Bougez pas, je vais les accueillir là-bas pour qu'on fasse 2 petits spots de pub sur des récifs artificiels de recolonisation de biodiversité marine et sur une nouvelle façon de penser nos enracinements de bâtiments. Merci beaucoup, ne bougez pas. Merci Thibaut de me rejoindre ici et Rodrigue de Seaboost. Merci beaucoup. On va montrer ce que vous faites. Sous vos applaudissements aussi, s'il vous plaît. Venez par ici, Rodrigue, Thibaut, je veux bien. Merci beaucoup. Alors Seaboost, c'est des voisins, ils sont en Occitanie, à Montpellier. Et Thibaut, il vient du Sébios, il vient plutôt de Picardie notamment. On voulait vous montrer, on va démarrer par Seaboost, Rodrigue si tu veux bien. On va faire tourner 2 petites vidéos à la suite et tu vas nous expliquer en même temps qu'on voit les vidéos de quoi il s'agit. Je veux bien Elodie, merci beaucoup. Ok, donc ici, ce que vous voyez là, c'est un projet qu'on a déployé à Agde il y a 2 ans et on a une seconde phase qui va se faire au printemps prochain. La problématique, c'est un problème d'aménagement littoral. Donc on sait très bien que c'est des zones où on va avoir un phénomène d'érosion. C'est présent partout, c'est présent en France, c'est présent à l'étranger. Et Seaboost, ces dernières années, on a conçu un module qui est transparent et qui en fait va permettre lors des épisodes météorologiques un petit peu importants, lors des tempêtes, lorsqu'on a une houle qui va être destructrice pour la plage, d'avoir un effet d'atténuateur, tout simplement par frottement. Lorsque le fluide traverse le module, on va perdre de l'énergie, on va avoir une réduction jusqu'à 30% des hauteurs d'eau, et donc on va avoir un impact beaucoup plus limité sur le littoral. Et l'avantage d'avoir une solution transparente, c'est en même temps qu'en phase un petit peu plus normale, ça permet un flux sédimentaire, c'est-à-dire que le réengraissage peut se faire aussi naturellement tout au long de l'année. Et je conclurai en tout cas sur cette partie que depuis le déploiement, donc, le réengraissage n'a pas été fait cette année sur le site où on a eu le déploiement. Et donc c'est un résultat très positif et c'est pour ça que la seconde phase se fait l'année prochaine pour compléter l'ensemble du schéma. Et vous auriez pu voir quelques images, il y a effectivement ensuite, ça dynamise localement la biodiversité. On a fait des suivis de jour, on a fait des suivis de nuit. Là vous avez des vidéos quelques mois à 1 an après le déploiement, donc c'est une zone riche en nutriments et c'est une zone qui se colonise rapidement, l'Occitanie. Donc c'est toujours positif et c'est intéressant de voir que les résultats peuvent être là rapidement et c'est largement le cœur du sujet. Aujourd'hui, on accompagne des communes, des agglomérations justement dans la cohabitation entre ces besoins anthropiques qu'on a et en même temps la prise en compte des écosystèmes. Et nous, on dimensionne, on crée les solutions pour essayer de prendre en compte un petit peu tous ces aspects qui sont parfois pas simples à combiner. Et merci beaucoup. On va voir l'autre projet. Donc, quand on recrée des conditions naturelles favorables à la vie revient. C'est un peu le principe. Exactement. Et là, l'autre projet, c'est plutôt axé nourricerie portuaire. Donc là, on est dans de l'aménagement littoral plutôt petit fond côtier. Aujourd'hui, dans les zones portuaires, dans les zones fortement artificialisées, on a de par la géométrie de ces endroits et de par l'aménagement, une diminution des caractéristiques qui étaient en place initialement. Et chez Seaboost, on a aussi associé le biomimétisme pour reproduire des fonctionnalités d'objets qui existent dans la nature, comme ici, vous pouvez voir une reproduction d'un oursin diadème, mais à échelle un petit peu plus importante. C'est des écosystèmes dans lesquels les juvéniles vont pouvoir s'abriter au centre de l'oursin, vont pouvoir être protégés de la prédation. Ici, vous avez une reproduction d'herbiers artificiels.
Donc là, on est sur des brins souples qui ont la même fonction d'abriter du juvénile, proposer une zone d'abri, proposer une zone refuge, une zone d'alimentation. Et tout ça dans le but de permettre un accroissement de l'espérance de vie dans des zones littorales aménagées et artificialisées, pour qu'ensuite, une fois atteint des stades plus adultes ou subadultes, on puisse avoir un retour au large et prolonger le cycle naturel de croissance de ces espèces. Merci beaucoup. Bravo Seaboost, on peut les applaudir. Il y a un élément qu'on oublie parfois, c'est qu'on a fait les mêmes choix pour nos villes et nos territoires, en tout cas nos zones portuaires. On a fait les mêmes choix que le vivant avait fait avant nous. C'est-à-dire que le vivant s'est installé dans des anses, à l'abri, tranquille. Il ne s'est pas mis là où il y a de la forte houle, des forts courants. Et quand on est arrivé, on a fait les mêmes choix. Et donc en fait, quand on a installé nos villes sur le littoral et nos aménagements portuaires, on a pris la place qu'avait prise le vivant bien avant nous. Et donc aujourd'hui, en recréant des habitats artificiels, des artefacts bio-inspirés, parce qu'évidemment, ce n'est pas les mêmes à Dunkerque et à Nice, eh bien, on recrée des conditions favorables. Absolument. Absolument. Et je t'entendais tout à l'heure parler de cohabitation. Aujourd'hui, je pense que c'est assez au cœur de nos projets, essayer de faire cohabiter nos besoins qui parfois sont nécessaires parce qu'on est en train de rénover un littoral, parce qu'on est en train de... Il y a des fois des infrastructures qui sont, je pense, nécessaires et on essaye d'y apporter cette dose d'éco-conception pour prendre en compte aussi que ça aura un impact sur les écosystèmes locaux. Et nous, on a l'expertise pour accompagner des communes sur ces sujets-là. Ouais. C'est largement au cœur de nos projets. Merci beaucoup. Je veux bien que tu passes le micro à Thibaut. Thibaut est architecte. Il est chargé de mission au sein du CEBIOS et il a réfléchi à cette forme de juxtaposition entre nos bâtiments et la façon qu'on a de les ancrer et de les baser quelque part, et la façon dont les végétaux, et notamment les arbres, eux, s'ancrent. Et c'est pas tout à fait la même approche. Donc ça donne des idées en matière d'architecture. Merci Thibaut de nous raconter ça en une image qu'on va voir tout de suite. Ouais, super, merci beaucoup Alain aussi pour l'invitation, justement de vous partager de ce sujet passionnant, avec justement le constat d'un côté que les fondations de bâtiments sont monofonctionnelles, elles servent juste à ancrer une structure dans le sol et ont un impact très fort sur le sol présent, parce qu'elles nécessitent un sol compacté, elles vont limiter justement l'infiltration de l'eau, générer des inondations, elles vont au final avoir un impact négatif sur l'environnement de manière assez large, alors qu'en parallèle, si on regarde les racines d'arbres, eh ben, on retrouve énormément de fonctions, dont l'ancrage justement de l'arbre en tant que tel, mais aussi tout au long de leur cycle de vie, la pénétration dans le sol, avec ensuite l'absorption de ressources, la capacité d'être adaptable face aux fluctuations, la prévention d'érosion, et aussi en fin de vie devenir une ressource pour les autres organismes, les autres systèmes biologiques de l'écosystème. Et du coup, on a ces fonctions. Et quand on veut aller un peu au-delà de la bio-inspiration et de l'analogie directe entre fonctions des racines d'arbres et des fondations de bâtiments, et ben on va creuser quels sont les mécanismes qui nous permettent au final de remplir ces fonctions. Vous voyez ces mécanismes colorés justement sur l'illustration, ces mécanismes qui sont observés chez les racines d'arbres et qui peuvent être très bien transférés vers des fondations de bâtiments biomimétiques, avec justement en partie gauche de l'illustration plutôt les racines d'arbres et la partie droite avec ces illustrations de fondations bio-inspirées. Ou par exemple, je vois que tu veux pouvoir en parler. Ou justement, par exemple, si on prend un sujet comme la prévention d'érosion, donc cette fonction-là, eh ben on va voir que les racines vont mobiliser un système ramifié avec des éléments flexibles, rugueux, qui vont permettre de retenir les particules du sol. Et ces éléments-là vont aussi permettre d'améliorer la pertinence d'autres fonctions comme le support structurel, etc. Et aussi la création d'habitats et d'autres. Et du coup, c'est vraiment intéressant de voir le lien entre les fonctions, de comment ces fonctions sont réalisées par le biais de mécanismes, après d'aller creuser par le biais de la modélisation paramétrique et de l'analyse paramétrique, quels sont un peu les traits morphologiques qui permettent de réaliser ces mécanismes et du coup de remplir ces fonctions. Et d'ailleurs, sur le stand CEBIOS, on montre justement actuellement des modélisations
3D qui sont faits pour creuser ces mécanismes-là, ces sujets-là. Et après, de voir du coup comment, avec ces traits morphologiques, on va pouvoir creuser et développer des fondations inspirées du vivant, inspirées des racines d'arbres, pour ne pas juste avoir cet ancrage, mais voir comment on peut préserver la biodiversité, préserver les sols, régénérer les sols. On en parlait juste avant, à quel point c'est vraiment crucial, notamment dans les espaces urbains. Et aussi voir comment on peut, à la manière d'arbres, à leur échelle écosystémique, échanger des ressources entre bâtiments, coopérer, et ne pas vraiment chercher cette autosuffisance à l'échelle d'un bâtiment, d'une structure, mais plutôt à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, et échanger des ressources, accrocher un peu pour augmenter notre capacité structurelle, etc. Eh bien, merci beaucoup. On peut applaudir Thibaut également. C'est ça qu'on adore. C'est ça qu'on adore dans l'idée de bio-inspiration, dans cette idée de prendre modèle sur le vivant, c'est que ça nous amène. Le vivant ne fait pas toujours comme nous, ou on ne fait pas toujours comme le vivant, et parfois ça nous amène sur des terrains surprenants. Je sais pas si vous... Alors il y a Line-Up Océan aussi qui est là et qui s'inspire des réseaux racinaires des mangroves comme atténuateur de houle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette maquette où on voit de la houle qui arrive sur un réseau racinaire et puis derrière c'est un lac. Et donc c'est aussi beaucoup plus efficace que de faire de la digue en béton plein sur laquelle viennent se fracasser les vagues. Donc merci beaucoup pour ces deux illustrations. Je suis désolé, on va s'arrêter là, mais on voulait aussi enrichir la table ronde de deux illustrations de terrain portées par un architecte, ingénieur, chercheur, et puis par une start-up Seaboost qui est basée dans le sud. Merci beaucoup pour votre participation. À bientôt.